Salut à tous et à toutes, bienvenue sur On se fait une toile dans la rubrique La dernière légende consacrée à Clint Eastwood. Aujourd'hui on va parler d'un film que Hollywood préfère oublier, je dirais même que les fans aussi préfèrent l'oublier. Et pourtant, on va parler de Haut les flingues, City Heat en VO, une comédie policière improbable avec une costard de poids à côté de Clint Eastwood, Burt Reynolds. C'est la promesse d'une alliance explosive ou alors un pétard mouillé. On va remonter le temps jusqu'en 1984, date de sa sortie au cinéma aux États-Unis. Découvrons ce duo qui aurait dû cartonner mais qui a fini un peu aux oubliettes dans la filmo du grand Clint Eastwood. Oh les flingues, c'est une comédie policière se déroulant dans le Kansas des années 30, Kansas City. Un flic dur à cuire, Clint Eastwood, et un détective privé, grande gueule, Burt Reynolds, sont contraints de collaborer pour démêler une affaire de crime organisé. Le ton se veut léger, presque body movie, avec des dialogues punchy et une ambiance rétro façon film noir. Entrons directement dans le vif du sujet, allons-y! Normalement, le titre aurait dû être le titre du scénario original, Kansas City Jazz. Ensuite, on est passé sur autre chose, Kansas City Heat. Et enfin, on termine sur City Heat. Le film a réussi à se monter grâce aux deux stars, Burt Reynolds, Clint Eastwood. Les deux sont très populaires et champions du box-office. Alors, pourquoi pas les réunir pour un film dantesque? Clint Eastwood, lui, il a accepté de faire le film à une seule condition. Je vais vous le dire, je vous le donne en mille et mille, il voulait être payé plus cher que Burt Reynolds et il voulait apparaître en premier au générique. Petite coquetterie de star, allez-vous me dire. Puis, on parle du générique. Celui-ci indique que le film est produit par la Warner, bien sûr, mais on a aussi la Malpaso et la Deliverance Production. Malpaso Compagnie, vous le savez, c'est la compagnie de production de Clint Eastwood. Elle est d'ailleurs associée à bon nombre de ses films. Tout comme Deliverance est une société de production au nom de Burt Reynolds. Deliverance, vous le savez, le film de John Boorman de 1972, un de ses films les plus marquants, les plus impactants. Malheureusement, cette société de production ne fera que deux productions, ce film et le premier qu'il avait fait en 1981, Anti-Gang. On fait un retour vers le passé avec, dans les années 50, le Clint Eastwood et le Burt Reynolds, sous contrat chez Universal Pictures. Ils auraient tous les deux été licenciés le même jour par le même réalisateur. Eastwood, savez-vous pourquoi il a été licencié? Parce que le réalisateur trouvait que sa pomme d'Adam était trop grosse. Et Reynolds, lui, il a été licencié parce qu'il a poussé le réalisateur dans un réservoir d'eau, parce qu'ils avaient une dispute de la manière comment faire une cascade. J'aimerais tout de suite mentionner, très important, je le fais très rarement, mais là je veux le faire parce que c'est important dans ce film, les doublures voix, et notamment celle de Clint Eastwood, qui est réalisée par Jean-Claude Michel. Dans ce film, il y a beaucoup de joutes verbales et c'est important d'avoir un doublage de qualité si on veut regarder ce film en français. Et c'est le cas. Jean-Claude Michel était la voix de Sean Connery principalement, mais il a aussi doublé bon nombre d'acteurs, notamment Clint Eastwood de 1971 à 1997 jusqu'à son décès. Ensuite, ce sera Hervé Joly qui reprendra la relève pour la voix de Clint Eastwood. En tout cas, pour ce film, ça fonctionne très bien. On peut facilement regarder ce film en version française. D'ailleurs, il y a beaucoup de films dans ces années, des années 80-90, qui sont vraiment plaisants à voir en version française, contrairement aux films des années 40-50 qui sont pas forcément bien doublés. Là, c'est pas le cas. Au départ, ce devait être Black Edwards qui devait réaliser le film puisqu'il avait écrit le scénario et l'histoire. Selon Burt Reynolds, dans ses mémoires, Clint Eastwood aurait en réalité orchestré le départ de celui-ci en le poussant à démissionner en faveur de Richard Benjamin, un réalisateur moins intense, moins cher, moins connu puisqu'il débutait. Mais en fait, Edwards avait assuré à Eastwood que son ami du moment, Sandra Locke, la fameuse Sandra Locke, que l'on voit quand même dans beaucoup de films de Clint Eastwood, à cette époque-là en tout cas, il aurait promis un rôle à cette actrice dans son film. Au lieu de quoi, une fois que l'affaire a été entendue et signée, il a dit « ben non, je vais mettre ma fille à la place ». Et il envisageait même de donner un rôle à sa femme, Julie Andrews. Bien sûr, Clint Eastwood
furieux. Il a pesé de tout son poids pour faire remplacer Black Edwards par Richard Benjamin, plus malléable, c'est vrai. D'ailleurs, ce réalisateur n'a pas une très grande carrière derrière lui. On peut citer J'ai épousé une extraterrestre en 1988, avec bien sûr la sublime Kim Basinger. Malgré tout, Edwards sera mentionné au générique pour son travail pour le scénario sous le pseudonyme de Sam O'Brien, dont les initiales sont celles de son film SOB, sorti en 1981. Le tournage ne fut pas de tout repos. D'ailleurs, Burt Reynolds en a fait les frais. Il a été victime d'un accident assez grave, puisque lors d'une bagarre dans le bar, il s'est brisé la mâchoire en étant frappé par un objet métallique. Tout ça a eu des répercussions sur le tournage. Il a dû manger, oui, liquide, et il a perdu plus de 15 kilos avant la fin du film. Cet accident a eu aussi des conséquences désastreuses sur son prochain projet cinématographique, Stick, le justicier de Miami, en 1985. Dans ce film, Reynolds apparaît faible et amaigri. C'est plus le même acteur déjà. Et cet état d'accident, en fait, cet accident a enchaîné aussi chez Reynolds une dépendance aux analgésiques. Sur le tournage de ce film, Burt Reynolds a souvent été doublé sur les plans larges par une doublure, par un sosie, on va dire. Et même sur sa dernière scène, la dernière scène de bagarre où il est déguisé avec en petit chaperon rouge et le loup, où il porte ce stratagème, on va dire, de masque, en fait c'est une doublure qui joue à sa place. Parce que, effectivement, voilà, il ne pouvait pas faire toutes ces cascades, ni tous ces trucs. C'était une petite tarabistouille, mais bon. Ceux qui sont habitués à regarder des films des années 80, vous avez un visage dans ce film qui vous parlera tout de suite, c'est Robert Davi. C'est un visage qui ne vous sera pas inconnu, je pense, puisqu'il a tourné dans pléthore de second rôles dans ces années-là. Il a surtout tourné jusqu'à maintenant à la télévision et c'est Black Edwards qui va le chercher, qui va l'engager pour incarner le méchant principal du film, après l'avoir vu dans Chronique des années 30. Mais après le départ du réalisateur, puisqu'il a été poussé dehors, eh bien son rôle a été considérablement réduit à devenir juste une petite frappe du film, mais pas le mafieux principal. D'ailleurs, je pourrais rajouter que les amateurs de ces années-là, vous le reconnaîtrez très certainement dans le film cultissime maintenant, Les Goonies de Richard Donner. Il y a une autre actrice qui n'est pas forcément connue pour ses talents de comédienne, mais qui est plutôt connue pour sa musique, c'était Irene Cara, qui a travaillé ici sur 3 chansons de la bande originale en coécrivant City Heat, en interprétant Get Happy, et une autre chanson que je vous épargnerai le titre en anglais, puisque mon accent n'est pas fameux. Mais il faut se rappeler d'elle pour Fame, et aussi pour le fameux film, encore une fois, film qui est devenu culte, Flashdance. Ce sera l'avant-dernière comédie pure de Clint Eastwood. Après, il tournera Pink Cadillac, qui n'est pas un très grand film, j'en conviens. Pour celui-ci, on pourrait dire qu'il manque d'un grand metteur en scène. Le film, il est vrai, et reste mineur dans la carrière de Eastwood. Il se glisse par contre entre 2 projets beaucoup plus impactants. La Corde raide et Paul Ryder, bien sûr, western mythique. L'esprit loufoque à la doudure dingue et la caricature de ce rôle n'a peut-être pas forcément été apprécié par les fans. Malgré tout, il va rapporter 38 millions de dollars pour un budget de 25. Vous allez me dire, bon, ça sauve un peu la face. Mais si on regarde les projets, les coûts de production, les coûts de marketing à l'étranger et ailleurs, en fait, le film a du mal à rentrer dans ses frais. Et en fait, est-ce que ce film n'a pas marché parce qu'il est mauvais, ou est-ce que c'est la concurrence qui l'a sorti du jeu? Eh bien, j'opterai pour la deuxième option. Aux États-Unis, il sort le 5 décembre 1984. Il sort sur les écrans US en même temps qu'un film qui va cartonner et qui va exploser tout au box-office. 235 millions de dollars aux États-Unis, 320 millions de dollars dans le monde. Je vous laisse réfléchir en même temps que je parle à quel film pourrait être. 1984, vous avez la date. Bon, allez. Beverly Hills, le flic de Beverly Hills. C'est un gros carton, il a coûté que 15 millions de dollars, vous imaginez ce qu'il rapporte. Personne n'avait vu venir ce film. On est dans 2 salles, 2 ambiances, la nouvelle garde avec Eddie Murphy et l'ancienne garde avec un Burt Reynolds et un Clint Eastwood. Ceci explique peut-être cela. D'ailleurs, Oh les flingues ne sortira en France qu'en 1986.
Et je pense pas que la cote de Burt Reynolds soit vraiment forte en France. Une immense star aux États-Unis dans la fin des années 70, certes, mais en France, je trouve pas qu'il a un tel aura que ça en fait. Je pense que, voilà. Clint Eastwood, pour sa part, n'était pas en reste, il était déjà aussi une grande star. Mais le timing et les choix de sortie n'ont peut-être pas été judicieux. Et puis, le film est tristement célèbre car il est détesté par la critique. Et il a déçu pas mal de fans. Mais bon, ce film n'est quand même pas déplaisant, faut pas exagérer. Et d'ailleurs, ce film qui est connu pour ses sous-performances en salle, il a connu un succès phénoménal en sortie VHS et Betamax. Qui se souvient encore des Betamax? Et oui, ça a existé, mesdames, messieurs. Pour ceux qui me regardent, je pense que vous êtes de la génération qui ont connu ça. Moi, je m'en souviens, c'était un appareil, dans mes souvenirs, hyper massif, hyper lourd, pas forcément très design. Et effectivement, la VHS a complètement effacé le Betamax. Warner Bros, lui, il a fini par transférer une grande partie de ses unités vers le marché de la location vidéo, où il a connu un succès de plus en plus important. Il s'agissait même de l'un de leurs titres les plus performants de l'année. Donc le marché de la vidéo a donné un nouveau souffle au film, ce qui a finalement permis de dégager un léger bénéfice pour la Warner Bros. Rien de bien original, vous allez me dire, mais ça fonctionne à sa façon. L'histoire reste simple, presque un prétexte à laisser les deux stars en roue libre. Burt Reynolds n'est pas si mauvais dans ce film, il tire même son épingle du jeu, il occupe presque le rôle principal. À ce moment de sa carrière, il avait vraiment besoin de redorer son image, et ce film devait l'y aider. Clint Eastwood, lui, reste dans son registre, un peu en retrait, presque détaché, il ne cabotine pas trop, on va dire, mais il y a bien ce petit tic, ce regard noir quand on lui marche sur les pieds. Mais rien qui pourrait abîmer son image de dur à cuire. Peut-être que ce qui a déplu aussi aux spectateurs, c'est que Eastwood incarne un flic des années 30, un flic qui s'inspire de l'inspecteur Harry, mais de façon plus parodique. On voit cette scène où ils sortent un flingue, puis un flingue un peu plus grand, puis l'autre un flingue un peu plus grand. C'est dans la démesure, on est dans la parodie. Peut-être que ça n'a pas plu, parce que l'inspecteur Harry, ça reste une icône. On ne touche pas aux icônes. T'en voilà? J'ai quelques-uns. C'est donc une pause, une respiration, une comédie modeste, sans grande prétention, avec ses moyens limités, son tournage en studio et son ambiance rétro. Le film n'a pas trop mal vieilli et se regarde encore facilement aujourd'hui. C'est pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais une curiosité sympathique, une petite bulle d'oxygène suspendue dans la filmographie d'un géant comme Clint Eastwood. Aussi bien les flingues que les punchlines. Pourquoi visez-vous la valise? Elle vous a rien... Alors pour conclure, ce film, je dirais que c'est comme un cocktail, il est mal dosé. Il y a les bons ingrédients, tout est là, mais ça prend pas vraiment. Et pour les fans de Clint Eastwood ou de Burt Reynolds, ça reste un ovni, une curiosité à voir au moins une fois pour le fun. Et pour se rappeler que même les plus grandes légendes ont parfois fait des choix discutables. Et vous, est-ce que vous l'avez vu, City Hit? Est-ce qu'il mérite vraiment son statut de flop? Est-ce que pour vous, il méritait mieux? Dites-le moi dans vos commentaires. De toute façon, je lis tout, donc je ne peux pas passer à travers. Clint Eastwood, lui, disait dans une interview que j'ai revue récemment, tous les films peuvent très vite devenir mauvais. Les bons films n'ont pas toujours du succès et les mauvais films en ont parfois beaucoup. Il n'y a pas de règle. La preuve en est avec ce film. Alors, et si ce film, imaginons, est-ce que s'il avait été un succès, est-ce qu'il y aurait eu des suites? Est-ce qu'il y aurait eu une franchise Eastwood-Reynolds, un peu à la façon des Armes Fatales? Imaginez, le film aurait peut-être changé de statut dans la filmographie de ces deux acteurs. Il y a bien eu une suite pour l'improbable Doux Durdingue avec Ça va cogner. Alors pourquoi pas ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, dites-le moi dans vos commentaires. N'hésitez pas. Vous avez peut-être été surpris aussi que je choisisse ce film pour ce deuxième épisode de la dernière légende consacrée à Clint Eastwood. Peut-être que vous vous êtes dit que j'allais partir sur un de ces grands films, comme Impitoyable, comme Grand Torino, comme tant d'autres. Eh bien non. Parce que je me laisse porter par
par l'envie du moment. Donc je réfléchissais à quel film, j'avais pensé à faire un autre film, Paul Ryder par exemple, parce que j'adore ce film, mais je me suis dit non, il y a celui-ci là, pourquoi pas parler de celui-là, je vois qu'on n'en parle pas souvent, c'est un petit peu un film tombé aux oubliettes, et écoutez, dans cette carrière immense que celle de Clint Eastwood, on ne peut pas passer d'un film à l'autre de toute façon sans aucun déplaisir, ça marche toujours, il y a toujours un petit truc à récupérer. Donc je me suis dit allez hop, je vais me mettre sur ce film là et j'ai pris plaisir à faire cette petite vidéo. Voilà, après c'est à vous de me dire ce que vous pensez de ce film. J'espère au moins que je vous ai donné envie de le revoir, de par les extraits qu'on a passés dans cette petite vidéo, ou au moins de le découvrir pour ceux qui ne l'ont jamais vu, parce que ça peut aussi arriver, puisque c'est pas un film majeur dans la carrière de Clint Eastwood. Vous ne vous ennuierez pas, ça c'est certain, on a deux belles stars sur l'écran, on a des punchlines qui font bien mouche, en tout cas bien souvent, des bonnes scènes d'action, des franches rigolades, et voilà, sur ces bons mots, et bien moi je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle chronique sur la dernière légende, ou sur un autre concept de la chaîne, vous avez vu, maintenant ça commence à s'élargir un peu. Et puis vous là, qui êtes derrière votre écran et qui n'êtes pas encore abonné, eh bien je ne sais pas ce que vous attendez, donc allez-y, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les petites notifications de la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao. Clint Eastwood,